Donc on reprend l'après-midi dans la suite de ce matin par la partie, même si c'est un peu décousu encore une fois, je suis vraiment désolé, hein, on est un peu dans le jus complet. Donc je vais essayer de finir cette présentation en 3/4 d'heure pour que Pascal puisse intervenir sur les gauches à 15h30. Donc l'anesthésie-réanimation des caveaux, des dérivations cavo-pulmonaires, qu'elles soient partielles ou totales, on aura le temps d'en discuter. Voilà, il y a plein de diapos, mais finalement les principes de réanimation des dérivations cavo-pulmonaires, on y viendra un peu en synthèse à la fin. Ils sont relativement simples et ça reprend un peu les commandements de Fontan lorsque, dans la publication Princeps dans les années 70 de Fontan et Eugène Baudet, quand ils ont décrit le ventricule unique. Donc la palliation univentriculaire, pour que ça fonctionne, il faut que qui est la force motrice, c'est la volémie, et il faut que la résistance vasculaire pulmonaire soit plus basse, que le gradient transpulmonaire soit favorable, que le ventricule systémique unique soit performant, avec une valve auriculo-ventriculaire qui soit étanche. Voilà. Donc ce sont les principes fondamentaux pour que la circulation univentriculaire ne défaille pas. Et au fait, à chaque fois, dans n'importe quelle situation de réanimation de ces cardiopathies, il faut rester toujours, revenir à ces fondamentaux, au fait. Voilà. Des fois, on s'éparpille dans des analyses réanimatoires diverses, mais il faut toujours revenir à ces fondamentaux de la volémie, le territoire vasculaire pulmonaire et le ventricule. Bon, on va commencer par la dérivation cavo-pulmonaire partielle. Enfin, vous savez que le parcours chirurgical de tous ces patients, de toutes ces palliations univentriculaires, elles ont globalement un peu le même schéma d'une façon générale, même s'il y a certaines exceptions. Donc, soit on est face à une circulation avec une ductodépendance et un hypodéie pulmonaire et qui nécessite une palliation en période néonatale par une anastomo systémico-pulmonaire, ou à l'inverse, on est sur une cardiopathie qui confine au ventricule unique, mais sans protection de la circulation pulmonaire avec un cerclage de l'artère pulmonaire, du tronc d'artère pulmonaire qui sera nécessaire en période néonatale. Ou lorsqu'on est sur un hypo-VG par exemple, donc la palliation néonatale qui est une intervention de Norwood ou une procédure hybride. Donc tout ça, c'est les différentes variantes de la première étape de palliation en période néonatale, donc soit anastomo, soit cerclage, soit la procédure hybride. Et ensuite, on bascule à l'étape 2 et l'étape 3, qui sont la dérivation cavo-pulmonaire partielle et la dérivation cavo-pulmonaire totale. Donc tout ça, ça a été dit auparavant, mais juste le fait de reprendre ce parcours chirurgical pour attirer l'attention parmi vous, des anesthésistes réanimateurs notamment, de l'importance de préserver le capital artério-veineux dès les premières interventions, parce que ce capital, il est très précieux, on a tendance à le perdre au fur et à mesure des interventions et des cathés. Parce qu'il y a des fois, le programme, il prend du plomb dans l'aile sur des situations de thrombose cave ou des machins comme ça où on a du mal à avancer dans le programme. Donc, le fait de se projeter d'emblée sur un programme de palliation univentriculaire qui va durer plusieurs années, il faut penser aux copains qui vont intervenir, qui vont s'occuper de ce bébé par la suite, de préserver tous les axes vasculaires quand on intervient sur ces patients. Donc voilà, c'est juste pour reprendre le schéma, je passe rapidement. La dérivation cavo-pulmonaire partielle, on retient l'acronyme Et non, anatomique. vous m'entendez? Oui. Oui, on voit pas les diapos défiler en fait, depuis le début. Ah, pardon. Euh, alors, Bah, nous, on y a accès, hein, je comprends pas. Moi, je vois très bien. Ouais, nous, on les voit très bien, oui. Ouais, pour moi aussi, c'est bon. Ah bah, on est quelques-uns à pas les avoir, mais attendez, je vais faire peut-être différemment. Je vais partager plus mon écran que le diaporama. 2 secondes. Donc là, vous voyez plus rien, j'imagine. Exactement. Alors.
Et là, comme ça, vous le voyez? Ouais, nous Ouais. tous. Là, on voit votre fond d'écran orange, mais si je suis le seul, il y a François qui ne voyait pas non plus. Et là, je le revois, ouais, là, ça marche, parfait. Mais Donc ceux qui ne le voyaient pas avant, ils ne le voient toujours pas. Parce que moi, je défie le diaporama, tout le monde ne le voit pas, c'est ça? Peut-être je suis le seul, hein, mais en tout cas, non, je vois un fond d'écran orange, moi. Mais si je suis le seul, c'est pas grave, continuez, j'écoute. Hein, c'est pas... Non, 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 mais peut-être déconnectez-vous et reconnectez-vous. C'est curieux. Je vais essayer de mon côté, mais je vous laisse continuer. Visible de mon côté. Moi, je Comment? pense que vous êtes le seul, ouais. Je pense que c'est le seul. Bon, on continue. C'est bon pour tout le monde, on continue? Oui. Yes, ok. Donc dérivation cardiopulmonaire partielle. Donc vaut mieux parler avec l'acronyme anatomique parce que les noms propres, il y a plusieurs. Celui qui est l'une des premières publications, on appelle intervention de Glenn. Après, on peut parler d'Amy-Fontan ou Aller dans certains centres, mais à la limite, peu importe. L'intervention, la dérivation cardiopulmonaire partielle, elle intervient vers l'âge de 6 mois après la première étape, et c'est l'anastomose de la veine cave supérieure sur l'artère pulmonaire droite. Et lorsqu'il y a deux veines caves supérieures, ça sera une bicavo-bipulmonaire avec les deux veines caves supérieures droite et gauche qui sont anastomosées de chaque côté en bretelle sur chaque artère, sur l'artère pulmonaire de chaque côté. Toujours le même principe, hein, nécessite des résistances vasculaires très basses. Pour que ça puisse fonctionner. Après une dérivation cardiopulmonaire partielle, la saturation attendue, elle est autour de 80% parce que le retour cave inférieur reste toujours connecté au massif cardiaque, donc ce qui induit inévitablement un shunt droit-gauche obligatoire. Donc le contexte, on peut avoir plusieurs situations, mais on va rester dans la présentation classique et je ne vais pas parler de la réparation à un ventricule et demi ou lorsqu'on a des ventricules droits un peu borderline et pour les décharger lorsqu'ils sont restrictifs sur certaines anomalies anatomiques, on associe à la cure complète une dérivation cardiopulmonaire partielle pour réduire la précharge de ce ventricule droit qui est restrictif. On appelle ça une réparation à un ventricule et demi. Ce n'est pas exactement la même chose que la dérivation cardiopulmonaire pure. Donc, ce sont des patients qui vont attendre avec cette dérivation cardiopulmonaire partielle jusqu'à l'âge préscolaire où ils vont être totalisés. Donc, la stratégie anesthésique, il n'y a rien de bien particulier. J'ai conserver l'équilibre QPQS lors de l'induction, mais ce n'est pas si déterminant que ça parce que en fin de compte, lorsqu'on fait la dérivation cardiopulmonaire partielle, qu'on soit sur un cerclage ou une anastomose systémico-pulmonaire qui a été faite en période néonatale, on passe à l'étape 2 souvent parce que les petits nourrissons sont en désaturation. C'est-à-dire le blaloc commence à devenir restrictif ou le cerclage commence à être trop restrictif justement parce que y a de la croissance du bébé. Donc souvent, on endort un bébé qui a un hypodébit pulmonaire. Donc, il ne risque pas l'hyperdébit pulmonaire lorsqu'on va l'endormir. Donc, on peut y aller sur la FiO2, sur la ventilation. C'est bien souvent des situations où ils sont désaturés. Donc, on risque plus l'hypodébit pulmonaire que l'hyperdébit pulmonaire finalement dans cette intervention-là. Donc, la problématique, elle est essentiellement au niveau de la saturation et de l'oxygénation de ces bébés quand on les endort. Et ce sont des patients comme il y a une vraie problématique un peu d'obstacle. Pour améliorer le débit pulmonaire en période préopératoire, il faut nécessairement maintenir une volémie suffisante. Donc, François, on a parlé sur la technique chirurgicale. Donc, ça peut être fait sans CEC. Ça reste quand même un peu à risque, notamment sur le drainage cérébral. Il faut absolument bien monitorer par les NIR cérébrales l'état d'un éventuel œdème cérébral. Mais dans la grande majorité des cas, la dérivation cardiopulmonaire partielle est faite sous CEC d'assistance. Parfois, il y a un clampage parce qu'il y a un geste associé.
Lorsqu'il y a un geste associé, c'est souvent pour élargir un shunt interatrial pour préparer justement cette palliation, la troisième étape de la palliation univentriculaire et ne pas avoir à clamper au moment de la DCPT. Donc on peut être amené à clamper, mais généralement, s'il n'y a pas d'anomalie associée à corriger, c'est une CEC d'assistance qui nous permet de réaliser cette chirurgie. Donc on va tout faire justement pour essayer de baisser les résistances vasculaires pulmonaires pour que ce montage puisse fonctionner en post-opératoire, parce qu'on a tout pour déranger le fonctionnement de ce montage. La CEC qui elle-même va majorer transitoirement les résistances pulmonaires par l'activation inflammatoire qu'elle va engendrer, et la ventilation mécanique qui, elle également, va gêner l'écoulement à travers la dérivation cavo-pulmonaire partielle. On peut s'aider d'un cathé OG, c'est pas systématique, mais dans certaines situations un peu précaires, un peu limites, c'est toujours bien d'avoir une idée du gradient transpulmonaire pour situer un éventuel obstacle ou une éventuelle contrainte sur l'écoulement de ce montage. Ou, si vous ne mettez pas un KTOG continu avec lequel vous allez sortir en réanimation, peut-être mesurer ponctuellement au bloc opératoire, au moment où on est posé, au moment où on est à l'équilibre, mesurer la POG, enfin la pression dans l'oreillette unique à ce moment-là, et avoir la pression veineuse centrale dans votre montage, et avoir le gradient transpulmonaire à se tenter à ce moment-là, qui va, bien entendu, à distance de l'intervention, va s'atténuer, mais au moins on a une idée, une référence, un point de départ de ce gradient transpulmonaire. Donc c'est toujours bien de le mesurer, même si on ne garde pas un KTOG à demeure. Donc le sevrage de la CEC, on vise, voilà, si vous devez sortir avec un message clair pour l'anesthésie des dérivations cavo-pulmonaires partielles, retenez objectif de saturation 80-85% et une PVC. C'est pour ça qu'il faut poser la voie centrale dans les territoires cave supérieur pour pouvoir monitorer la pression veineuse centrale à cet endroit-là. Et il faut avoir une PVC en moyenne autour de 15. Voilà. Si elle dépasse, si elle est trop haute, ça veut dire deux choses. Soit le montage, l'anastomose est, enfin, j'allais dire mal faite, c'est qu'il y a une contrainte technique sur l'anastomose, ça peut être problématique. Ou il y a un problème au niveau de la circulation pulmonaire, ou une problématique au niveau pulmonaire, une atélectasie ou un problème ventilatoire qui viennent majorer la résistance vasculaire pulmonaire ponctuellement. Mais ou parfois on est sur des situations un peu borderline avec des circulations pulmonaires qui sont un peu limites, mais généralement si on sort d'une dérivation cavo-pulmonaire partielle avec une PVC élevée, c'est potentiellement problématique. Donc il faut avoir une PVC, j'allais dire en moyenne à 15, mais enfin, voilà, la moyenne elle est entre 10 et 15, mais bien souvent on a besoin d'avoir dans les premières heures un niveau de pression veineuse centrale relativement élevé pour avoir une saturation attendue correcte. Voilà. Si vous avez une PVC à 5, vous êtes sûr que le patient va désaturer, il n'y aura pas suffisamment de débit pulmonaire. Donc la force motrice, le moteur du débit pulmonaire et qui va conditionner l'oxygénation et la saturation, c'est la pression veineuse centrale. Donc DCPP, je reprends pour être synthétique, on est dans le deuxième temps de la palliation univentriculaire, on endort un bébé qui est en hypodébit pulmonaire, on va monitorer la pression veineuse centrale, apprécier le gradient transpulmonaire, c'est idéal. Objectif 80-85% de SAT, PVC, allez, à la louche, on dit un 12, mais voilà, il faut être entre 10 et 15, d'ailleurs plus proche du 15 que du 10, pour assurer un bon fonctionnement. Donc le bon fonctionnement de la DCPP, c'est ce que je viens de dire, hein, dépend de la pression cave supérieure, de la volémie, donc, et des résistances vasculaires pulmonaires, de la taille des artères pulmonaires. Donc s'il y a une contrainte anatomique, de toute manière, ça va rendre les choses plus compliquées. De la pression veineuse pulmonaire, donc l'aval de la circulation pulmonaire, ce qui est la fonction myocardique et la fonction de la valve AV. C'est toujours, je reviens aux fondamentaux de la circulation univentriculaire, c'est toujours la même chose, ne l'oubliez pas, c'est très important.
Voilà, pour que le montage dysfonctionne, bah, c'est tous ces fondamentaux qui vont être un peu altérés. Donc, s'il y en a une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, qu'elle soit post-capillaire en raison d'une dysfonction ventriculaire, ou en raison d'une fuite de la valve AV, ou une raison d'une anomalie au niveau de l'anastomose, c'est ça qui va faire que le, le- le débit pulmonaire va être altéré avec une saturation qui va être compromise. Donc, c'est ce que je viens de résumer. Toutes les diapos suivantes sont résumées, hein. Donc, une volémie basse va engendrer cet effet de défaillance, d'insuffisance de débit pulmonaire. Donc, il faut que la pression veineuse centrale soit supérieure à la pression dans l'artère pulmonaire. Je passe. La pression veineuse supérieure, si elle est supérieure à 18 mm de mercure, donc là, on va aller dans les complications avec un syndrome cave supérieur qui va commencer à s'installer, avec une tête qui va être démaciée. Donc là, il faut chercher la cause. Parfois, on peut être amené à aller au caté pour vérifier si l'anastomose est sténosée, s'il y a une obstruction. On a eu quelques surprises parfois, hein. Des fois, on a de la thrombose dans le système. Des fois, on peut avoir des vraies restrictions anastomotiques. Parfois, on peut avoir purement une problématique respiratoire, pulmonaire, ventilatoire. Donc, les stratégies pour faire le diagnostic de cette complication, c'est l'écho, le KT et puis la réanimation avec toutes les stratégies pour baisser la résistance vasculaire pulmonaire et mettre du NO. La question, est-ce qu'il faut mettre du NO systématiquement sur les dérivations chaos pulmonaire partielles? Pas nécessairement, c'est pas systématique, mais ça peut toujours aider, bien entendu. Persistance du voie antégrade, ça a été le sujet d'une question. C'était Pierre-Marie qui avait posé la question ce matin, donc on avait répondu. Nous, la stratégie, généralement, on ne maintient pas la voie antégrade, hein, parce qu'il y a en effet des théories qui proposent justement une corrélation entre la taille des artères pulmonaires, le développement des artères pulmonaires et la persistance d'un débit antégrade. Toute la difficulté, c'est de calibrer ce débit antégrade. Souvent, il est assez restrictif, mais parfois, il n'est pas assez restrictif et au final, il peut entrer en concurrence avec le flux de la dérivation chaos-pulmonaire. Donc, généralement, on le supprime. Donc, les résistances vasculaires pulmonaires élevées, c'est des redites, hein, toutes les diapos suivantes, ça décline un peu tout ce que je viens de dire. Donc, je passe rapidement. Donc, pour gérer justement ces résistances vasculaires pulmonaires élevées, il y a toutes les manœuvres d'anticipation, de prévention sur la circulation extracorporelle avec les stratégies d'hémofiltration, entre autres. Bien traiter ou anticiper, prévenir les troubles ventilatoires, la surdistension des alvéoles. La pression veineuse pulmonaire, donc ça c'est le versant post-capillaire, donc avoir une attention particulière sur la valve AV et la fonction ventriculaire. Et là généralement, souvent on peut être amené à anticiper en mettant un traitement inotrope à base de milrinone qui a aussi pour effet, un double effet d'agir sur la résistance vasculaire pulmonaire en les abaissant. Bon, les autres causes, on peut avoir des anomalies anatomiques un peu associées lorsqu'on a des collatérales qui viennent gêner, altérer le gradient transpulmonaire et gêner l'écoulement. La persistance d'une voie VDAP qui a été mal évaluée et qui peut être mal tolérée. Tout ça, ce sont des situations qui peuvent venir se surajouter à ça. Donc, retenez cette diapo. Voilà, si on doit retenir quelque chose de la partie dérivation en chaos pulmonaire partielle. Les objectifs post-op, voilà, une PVC autour de 15. Baisser la résistance vasculaire pulmonaire, donc milrinone systématique. Du NO préférentiellement, mais pas systématique. L'objectif de ça est autour de 80%. Quand on les installe en réanimation, on met la tête surélevée. Et également, s'affranchir des contraintes ventilatoires de pression positive liées à la ventilation mécanique en allant vers un sevrage ventilatoire rapide. Voilà pour la dérivation chaos-pulmonaire partielle. Et encore une fois, cette diapo illustre complètement les fondamentaux qui sont proposés par Fontan dans
les principes qui doivent dicter la gestion d'une palliation univentriculaire. Volume, baisser la résistance pulmonaire. On peut ajouter dans cette diapo, mais ça, c'est pas un objectif, c'est un prérequis. C'est la fonction ventriculaire et l'étanchéité de la valve auriculo-ventriculaire. Donc ça, c'est un prérequis à cette dérivation chaos-pulmonaire partielle. Si on a un ventricule défaillant, voilà, ça contre-indique le programme de palliation. Si on a une valve auriculo-ventriculaire qui fuit, ben ce sont des mauvaises formes. Il faut bien nécessairement associer un geste de plastie valvulaire associé. Mais lorsqu'on a une anatomie univentriculaire avec une valve AV qui est pas étanche, souvent ce sont des anomalies valvulaires qui sont difficiles à réparer. C'est toujours des situations un peu compliquées. Pour la dérivation chaos-pulmonaire totale, c'est globalement les mêmes principes, sauf qu'on arrive dans un troisième temps de la palliation pour totaliser la circulation fontan. Et là, on n'a plus le shunt droit-gauche avec cette veine cave inférieure qui était encore anastomosée au massif cardiaque. Et on est censé avoir un objectif de saturation à 100%. Donc les prérequis, encore une fois, il faut que la résistance vasculaire pulmonaire soit basse, le VU soit de bonne fonction, valve AV étanche, volémie. Voilà. Donc cette diapo-là, c'est la diapo 1 à retenir. Cette diapo-là, c'est la diapo 2 à retenir. Il doit y en avoir peut-être une troisième à retenir. Et c'est tout pour les palliations univentriculaires. Encore une fois, tout repose sur les fondamentaux de la circulation de fontan. Après, il peut y avoir quelques variantes sur les collates, sur des histoires, sur certaines subtilités. Mais si vous retenez ces messages-là, il y a l'essentiel de la gestion réanimatoire et anesthésique des palliations univentriculaires. Donc c'est un troisième temps de l'intervention, c'est un tridux, donc il y a une problématique de réentrée, il y a une problématique d'hémostase, une problématique d'abord veineux également. Donc voilà, l'exploration des axes vasculaires profonds, parfois, elle commence à devenir nécessaire lorsqu'on arrive à cette étape chirurgicale. L'évaluation cardiologique, bien entendu, l'évaluation pulmonaire, lorsqu'on est parfois sur... On fait des congénitaux adultes avec des conversions de Fontan. On n'est pas dans le cadre de la DCPT tel qu'on l'a fait actuellement, c'est-à-dire dans la suite du programme, et qu'on fait en âge préscolaire. On le fait généralement autour de l'âge de 4 ans. Mais parfois, on a des patients un peu vieillis qui viennent avec des vrais Fontans, c'est-à-dire avec des connexions atriopulmonaires qu'on doit convertir en Fontans modifiés, c'est-à-dire avec des dérivations chaos-pulmonaires totales avec des tubes extracardiaques. Ce sont souvent des patients qui sont un peu avec des morbidités diverses et qu'il faut préparer à ce type de chirurgie parce que la problématique pulmonaire et respiratoire, elle est très importante pour ces programmes-là. Traitement des infections pulmonaires. Juste une parenthèse pour les infections pulmonaires. Ça, c'est difficile à étayer parce que dans la littérature, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais mon impression, après c'est très empirique, hein, mais que ce sont des patients qui font bien volontiers des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique en post-opératoire. Pour quelle raison? Est-ce que le changement de régime de débit pulmonaire, ce qui fait que ces poumons sont peut-être un peu moins protégés sur le plan immunitaire au niveau local, un peu à l'image des transplantés pulmonaires? Je ne sais pas, ce sont des hypothèses, mais une chose est sûre, c'est que ce sont des patients qu'il ne faut, à mon sens, pas prendre en charge avec les recommandations habituelles de la gestion des pneumopathies acquises sous ventilation, c'est-à-dire ce que je veux dire, c'est que sur la problématique d'infection post-opératoire respiratoire, il faut être très agressif parce qu'ils s'infectent très facilement, pour ne pas dire quasiment tous. Principe de DCPT, la totalisation double débit pulmonaire augmente le gradient transpulmonaire. Objectif de l'anesthésie, c'est maintenir la résistance vasculaire pulmonaire basse, conserver la compliance ventriculaire, la fonction diastolique. Pendant l'intervention, en fin de procédure, tout le travail consiste à assurer le volume.
Donc le corollaire pour assurer le volume, c'est gérer l'hémostase. Donc il faut qu'il y ait tout soit prêt pour l'hémostase et tout soit prêt pour pouvoir remplir. Donc ça, un petit mot de vigilance sur la réentrée. On a tendance à l'oublier. Sur la réentrée pour les non initiés à l'environnement périopératoire, enfin chirurgical, d'entre vous peut-être notamment les cardiologues, la réentrée, c'est le fait de réouvrir un sternum qui a déjà été opéré plusieurs fois par le passé. Donc les lésions de réentrée, c'est lorsqu'on ouvre le sternum et on peut faire une plaie du ventricule ou d'un gros vaisseau. Faire une plaie du VD sur un cœur biventriculaire, c'est bon, c'est un peu problématique, mais il n'y a pas de risque d'embolie gazeuse systémique, d'embolie paradoxale. Mais faire une plaie à l'ouverture d'un ventricule unique, donc s'il y a de l'air qui s'engouffre, ben, il y a un risque d'embolie systémique et donc ça l'est en plus de la gestion du syndrome hémorragique et de la réentrée, il y a un risque aussi d'embole systémique qui est élevé, donc faire attention à ce moment-là sur les réentrées. Une fois que la chirurgie est faite, le sevrage de la CEC, François l'a probablement bien décrit, ce sont des chirurgies qui sont faites souvent sous circulation, sous CEC d'assistance, il n'y a pas de clampage, parce qu'encore une fois, au moment de la dérivation en chaos pulmonaire partiel, s'il y avait besoin de faire la trioseptotomie, généralement c'est fait auparavant. La suppression de l'avant-antégrade également a dû être fait auparavant. Donc généralement, c'est une chirurgie qui est faite sans circulation sans clampage, avec une circulation extracorporelle d'assistance, avec une fenestration, le temps de la fenestration, avec un clan latéral, ça reste gérable. Donc au moment du sevrage de la CEC, on a très peu de problématiques de dysfonction ventriculaire. Mais pour autant, voilà, ce sont des ventricules qui méritent un petit support inotrope quand même. Donc, on met de la milrinone d'une façon systématique, parfois associé à un petit fond d'André. Le recrutement, voilà, la problématique pulmonaire, elle est aussi importante dans cette physiologie-là. Donc, assurer des volumes pulmonaires, pas d'atélectasie. Le rôle de la fenestration, il vous en a parlé, mais généralement, le principe de la fenestration, c'est servir de soupape pour éviter la congestion viscérale en post-opératoire immédiat. Donc, on peut céder de la mesure du gradient transpulmonaire en fin de procédure pour décider ou pas de la fenêtre. Après, on peut aussi prendre une attitude entre guillemets un peu systématique comme on fait chez nous. On met une fenestration d'une façon assez systématique. Donc, on ne met pas de fenestration si... Généralement, lorsqu'on est face à ces situations-là, on a un gradient transpulmonaire qui est élevé, c'est-à-dire si vous avez plus de 20 de PVC, une POG qui est à 5 avec un gradient qui est à 20, ça signifie qu'il faut absolument mettre une fenestration. Et quand on met une fenestration, ben, ça décharge justement et on réduit ce gradient transpulmonaire, en tout cas de cette façon-là, et ce qui permet de soulager aussi tout l'amont de la circulation de fond, en tout cas de l'anastomose cavo-pulmonaire. Donc en réanimation, un peu à l'image de ce que j'ai dit précédemment, donc il faut respecter les commandements. Donc ça, c'est la troisième diapo qu'il faut retenir. Donc du volume et toujours du volume. Positionnement en V, tête surélevée, membre inférieur surélevé, les résistances vasculaires pulmonaires basses. Ne pas hésiter à mettre du NO, même s'ils font heureusement pas d'hypertension artérielle pulmonaire, parce que s'ils avaient de l'hypertension artérielle pulmonaire, ils seraient contre-indiqués à ce programme. Donc on met des vasodilatateurs pulmonaires, ça permet de couvrir le post-opératoire immédiat, enfin immédiat sur 2-3 jours, on conserve rapidement, ventilation protectrice, et puis on sèvre rapidement la ventilation. Les inotropes, milrinone, j'ai mis lévosimandan pour ses caractéristiques un peu lusitropes sur le ventricule unique, pourquoi pas, ce n'est pas fait systématiquement.
Donc voilà, s'il y en a une dysfonction du montage, c'est là où la fenestration va servir et on aura à ce moment-là une saturation qui va être un peu plus basse, mais qui aura tendance à se corriger au fil des jours, à mesure que la résistance vasculaire pulmonaire va se corriger en s'éloignant de la circulation extracorporelle et de la polytransfusion. On aura une amélioration du débit pulmonaire, et ce qui fait que cette fenestration va moins servir, la saturation va s'améliorer. Et de toute manière, ces patients méritent un cathétérisme diagnostique quelques mois après cette intervention, avec souvent une fermeture de cette fenestration si elle ne s'est pas fermée spontanément, parce qu'elles peuvent se boucher. Voilà, les fenestrations, on en a parlé, soit elle est ventousée comme ça, soit elle est réalisée grâce à un petit tube. Sinon, il y a ce que je disais ce matin, il y a certaines équipes qui ont proposé une fenestration entre le TVI, de telle sorte à faire que tout le retour cave inférieur, notamment tout le débit hépatique, puisse passer par les artères pulmonaires, avec cette théorie d'antifistuline qui permettent d'éviter le développement des fistules. Mais tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Personne ne fait une fenestration comme ça. Donc, généralement, les fenestrations, elles sont faites là, tout simplement. C'était juste pour alimenter la discussion de ce matin. Donc, soit on est face à une évolution simple où le gradient transpulmonaire, souvent sur les bonnes formes, bon, je ne l'ai pas dit là, sur une dérivation pulmonaire totale, il faut mettre systématiquement un KTOG parce qu'on a réellement besoin d'avoir une évaluation un peu continue de ce gradient transpulmonaire. Donc, soit on a une situation hémodynamique qui est très favorable avec une bonne saturation, et là, on va extuber très rapidement, ce qui va permettre de les améliorer. Et le drainage pleural va être limité. Ça signifie quoi, drainage pleural limité? Lorsque la circulation de fond de temps s'adapte très rapidement, un des premiers symptômes, un des premiers signes des difficultés d'adaptation d'une circulation de fond de temps, ce sont les épanchements. Lorsque la circulation de fond de temps a du mal à s'adapter, on va avoir beaucoup d'épanchements qui vont venir faire que les drains pleuraux, on doit les garder plusieurs jours. Donc ça, c'est un indicateur. Il ne faut pas être pressé pour enlever les drains pleuraux chez ces patients-là. Soit on est face à une évolution qui est plutôt compliquée pour différentes raisons, soit par l'anastomose est problématique, avec des lésions au niveau des anastomoses, soit des problématiques au niveau de la fonction ventriculaire qui peut être aggravée par des troubles du rythme, par une dysfonction ventriculaire. On peut avoir aussi des épanchements. Tout ça peut venir aggraver la situation. Et là, qu'est-ce qui peut faire que le fond de temps dysfonctionne? C'est soit on est face à une défaillance du VU, soit une défaillance de la valve auriculo-ventriculaire, soit on est face à des résistances vasculaires pulmonaires élevées. Donc généralement, si on a ces trois éléments, enfin un des trois éléments, c'est que le screening avant était mal fait. Enfin, pour autant, même si on a des contre-indications, en théorie, ça, ce sont des contre-indications à un programme de fond de temps, hein. Bon, parfois on est sur des zones un peu grises et on y va quand même. Donc si on a une fuite de la valve AV, il faut la réparer. Si on a des résistances pulmonaires un peu à la limite élevée, ben, on va faire en sorte de les traiter et mettre des... Mais il faut savoir quand on a ces éléments-là, avant, il faut savoir que ce sont des éléments de mauvais pronostic avec des risques de morbidité, de mortalité élevés. Après, si c'est juste une question de montage disharmonieux ou de présence de collatéral, il ne faut pas hésiter à repartir au caté en post-opératoire pour traiter éventuellement ces lésions. Voilà, la physiopathie de la défaillance du VU, bon, on ne sait pas quelle est la poule, quel est l'œuf, mais on peut supposer que généralement, ça part de là, hein. Ce sont des ventricules qui sont pas très compliants, donc il y a une dysfonction diastolique de ces ventricules qui va induire une augmentation de la PTDVU, une augmentation de gradient transpulmonaire avec une altération de la compliance pulmonaire qui elle-même va majorer la résistance vasculaire pulmonaire et entraîner des œdèmes, et on est face à un cercle vicieux où on a du mal à s'en sortir. C'est là où, lorsqu'on a des dysfonctions ventriculaires, quand je dis dysfonction ventriculaire, ça peut être une dysfonction du myocarde, une altération de la valve ou une anomalie rythmique. Tout ça fait que le système ne fonctionne pas. Donc le montage de fond de temps ne peut fonctionner que si
on a un ventricule performant, une valve performante et une circulation pulmonaire favorable. Donc, il faut que le montage soit harmonieux, pas turbulent, et ne pas hésiter à aller au caté au moindre doute. Si on a de l'arythmie préopératoire, ne pas hésiter à faire des traitements complémentaires antiarythmiques chirurgicaux ou par électrophie. Le monitorage de ces patients, il faut qu'il soit multiparamétrique habituel. Monitorage biologique, échographique, la SVO2, la PVC. Vous avez vu, j'ai mis le drain pleuraux dans le monitorage parce que le monitorage des épanchements pleuraux est un élément important pour savoir. Quand on voit que les drains pleuraux donnent de moins en moins, c'est plutôt rassurant. Si on voit que les drains pleuraux donnent beaucoup, pas forcément rassurant, mais c'est pas pour autant perdu. Ça signifie juste qu'il faut attendre encore pour que les choses s'adaptent. Il faut surtout pas enlever les drains. Donc je passe, tout ça c'est ce que je viens de dire sur cette diapo. Il faut surtout pas enlever les drains parce que si on enlève les drains, les épanchements pleuraux vont venir gêner la ventilation, majorer la résistance pulmonaire et faire défaillir le montage et on se retrouve dans un cercle vicieux. Donc il faut maintenir les drains pleuraux le temps qu'il faut. Voilà, qu'est-ce qui fait dysfonctionner la DCPT? Bon, tout ça c'est des redites, hein, c'est la résistance pulmonaire élevée, l'infection, les problèmes ventilatoires, les épanchements pleuraux, l'hypovolémie aussi, ça peut altérer. Ce qui entraîne le cercle vicieux que j'avais montré quelques diapos auparavant. Voilà, je vais passer rapidement. Le traitement de ces dysfonctions, c'est tout ce qu'on a dit, c'est baisser la résistance pulmonaire, de la volémie, un traitement inotrope idéalement inodilatateur, principalement le chorotrope, et si on a un ventricule plus ou moins défaillant, mettre du lévo, c'est pas du luxe dans ces situations-là lorsqu'on est vraiment dans des tableaux plus ou moins défaillants. Les épanchements pleuraux, il faut qu'ils soient aussi surveillés. C'est des doublants toutes ces diapos. Je passe rapidement. À retenir, voilà, c'est la 4e diapo qu'il faut retenir. Pareil, pour qu'un Fontan fonctionne, il faut du volume, PVC autour de 15, positionnement en V, du NO, des vasodilatateurs pulmonaires, des inodilatateurs, une attention particulière à la problématique ventilatoire. Une fonction du VU qui soit performante, sevrage ventilatoire rapide et les drainages pleuraux, il faut les laisser le temps qu'il faut. Voilà. Donc il y avait 4 diapos, 2 sur la DCPP et 2 sur la DCPT à retenir. Encore une fois, si on résume tout, on revient sur les fondamentaux de la circulation de fond de temps, c'est-à-dire la volémie, résistance pulmonaire basse, ventricule performant, valve étanche. Je réouvre le chat s'il y a, je ne sais pas s'il y a des questions. Il est où? Villebrand-Taki, ERA congénitale, DCPT. Je comprends pas la question, mais du Villebrand-Taki, on en a, hein, au même titre que chez les adultes sur les flux turbulents, sur le rétrécissement aortique, oui. Sur la dérivation cardiopulmonaire totale, pas à ma connaissance. On en a eu quelques cas sur des Berlin-Hart, sur du RA, sur la DCPT, non. Pas à ma connaissance en tout cas. Je vais envoyer un texto à Pascal. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, je me pose la question du Hainaut parce que finalement, on met du Hainaut parce qu'il va pas bien et qu'une partie du traitement, ça serait de l'extuber rapidement. Donc, la balance entre les deux, c'est pas simple quand même. Nous, on garde le NO extubé, hein. Avec la tente, c'est ça, vous mettez un truc autour de la tête? Souvent, dans ces cas-là, quand on les extube, on met de l'optiflow. On a un système de montage sur la cocotte là pour brancher le NO sur l'optiflow. D'accord. Par contre, on sait pas ce qu'on fait. Ah non, on ne sait pas, non. On donne du NO. On pollue certainement, mais on fait ça. C'est Ok. peut-être pas bien. Et
Ok, non, non, mais bon. Ah bah, je suis honnête avec vous. On le Non, fait. mais bien sûr. On le fait après, généralement, lorsqu'ils sont extubés. Après, le NO, on ne le garde pas. Après, le NO, il faut le voir comme un traitement transitoire pour passer le post-CEC au fait. Donc, c'est 24-48 heures, hein. Donc, il n'y a pas de raison de le garder des jours et des jours. Sauf si le patient va mal et qu'il est toujours intubé parce qu'il fait une pneumopathie, parce qu'il fait un SDRA ou un truc comme ça, oui, on le garde. Mais sinon, sur l'évolution standard, on les extube, c'est du fast track, hein. On les extube, enfin, on s'affranchit simplement du syndrome hémorragique s'il n'y a pas de saignement ou autre. On les extube à H2, H4, hein, ces patients. On Et garde donc, du le coup, le relais NO la première Revatio, nuit et le lendemain, on le sèvre. le relais Revatio, c'est assez rare, finalement. Pour les Voir. DCPT, Oui, ouais, c'est rare. voir. Non, non, non. Des fois, sauf si on a un gradient transpulmonaire qui est un peu limite, on voit qu'il y a besoin quand même d'aider, on se donne quelques semaines avec du Revatio. Après, il y a les Fontans défaillants, mais ça c'est une autre question. Les Failing Fontans, eux, ils ont du Revatio au long cours. Mais une DCPT standard, c'est-à-dire qui est dans les clous, qui est bien screené et qui ne pose pas de problème, il n'y a pas de raison de garder les vasodilatateurs pulmonaires. Après, il y a plein de théories, ou enfin, il y a quelques papiers, mais ça, c'est les cardiologues qui peuvent répondre aussi à ça, parce que nous, on gère le périopératoire immédiat. Mais il y a certaines équipes ou publis ou théories de l'effet anti-inflammatoire, endothélial, machin, de ces molécules qui permettent d'améliorer sur la durée le fonctionnement de ces montages. Mais bon, après, c'est la théorie. Je suis à votre disposition. Vous avez déjà utilisé la Midrinone en inhalé? Oui. Parce que tout récemment, on a eu une rupture d'iloprost inhalé. Je sais pas si. Parce que. Après, on ne parle pas du Fontan, hein. On met pas, le Fontan, il n'a pas besoin d'une bithérapie inhalée vasodilatatrice pulmonaire, hein. On met du NO un peu à titre, entre guillemets, préventif ou pour aider à passer le post-op immédiat. Mais dans d'autres situations, des traitements de la vraie HTAP cognée néonatale sur du RVPA, sur du Troncus essentiellement, oui, on peut être amené à utiliser deux vasodilatateurs associés par voie inhalée, un sur le GMP cyclique, l'autre sur l'AMP cyclique. Le NO donc pour le GMP cyclique, et sur l'AMP cyclique, c'est la prostacycline inhalée, c'est l'iloprost. Et il y a eu des moments où on n'en a plus eu, et on a utilisé du chorotrope par voie inhalée. Donc c'est décrit dans la littérature. Est-ce que ça marche vraiment ou pas? Je n'en sais rien. Ça fait pas de mal. Pascal, j'envoie un texto. Donc ce que je fais également, juste le temps que Pascal se connecte, c'est il me répond, on est en train de finir, j'arrive, parce qu'il est en train de modérer une autre session, donc il arrive. Encore une fois, je suis vraiment, je vous prie de nous excuser pour le côté décousu un peu de la journée. On est périclité de partout. Donc Pascal va parler des gouges sur le versant cardiologique, et moi je vais reprendre. Il n'y aura pas de cours de chirurgie sur les gouges parce qu'il faudrait faire une journée entière, hein. Donc on va juste parler des particularités d'anesthésie-réanimation, et puis d'ailleurs ce qui est aussi tout un peu long, mais la journée est un peu copieuse, mais demain ça sera un peu beaucoup plus léger. Donc, comme je vous ai dit, je suis absent demain, donc je vais faire en sorte que si j'arrive à récupérer tous les cours aujourd'hui, ce qui semble être presque gagné, je vais demander à Dominique, si elle est encore là, de vous les envoyer dès aujourd'hui, parce qu'elle aussi demain elle n'est pas là. Elle m'a dit qu'elle allait vous les envoyer mardi prochain, mais je vais faire en sorte que vous les récupériez dès aujourd'hui, comme ça vous aurez tout. On attend encore, on a encore le temps pour quelques questions si vous souhaitez. Le temps que Pascal arrive. Sinon, vous avez le temps de boire un verre d'eau ou un café. Il est en train d'arriver.